Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire immense, celle de la Gaule romaine. On parle de 600 ans d'histoire. Une véritable épopée de conquête, de mélange culturel, et puis d'effondrement. C'est ce qui a façonné la France qu'on connaît. Allez, c'est parti. Vae victis, malheur aux vaincus. Imaginez, cette phrase, lancée par un chef gaulois aux Romains, a littéralement hanté Rome pendant des siècles, après le sac de la ville en 390 avant notre ère. Ça a planté le décor d'une revanche que Rome était bien déterminée à prendre un jour. Première chose à savoir, la conquête de la Gaule, ce n'est pas du tout une invasion éclair. Non, c'est plutôt une progression lente qui s'est étalée sur plus d'un siècle, dans un territoire qui était à l'époque super agité et divisé. L'expansion s'est donc faite pas à pas, de manière très calculée. Tout commence en moins 125. Rome répond à l'appel à l'aide de ses alliés de Marseille, et puis finalement les légions restent sur place. Juste après, en moins 124, on fonde un premier fort qui donnera plus tard Aix-en-Provence. Vient ensuite le choc militaire en moins 121, les puissants arvernes sont vaincus. Et la touche finale, en moins 118, Rome officialise sa présence en créant sa première colonie, Narbonne et la Provence de Gaule transalpine. C'est la naissance de ce qu'on appellera plus tard la Provincia Romana, la Provence. Et au milieu de ce contexte, il y a cette histoire. Mais cette histoire complètement folle. Celle d'Orgetorix, le roi des Helvètes. Ce type a convaincu tout son peuple, 350 000 personnes, de tout brûler derrière eux, 400 villages, 12 forteresses, tout, pour migrer vers la côte atlantique. Un projet d'une ambition démesurée. Et là, pour Jules César, c'est du pain béni. Quand les Helvètes demandent à traverser le territoire romain, sa réponse est un non catégorique. Et ce non, c'est l'excuse parfaite qu'il attendait. Ça lui a permis non seulement d'écraser cette migration à Bibracte en moins 58, mais surtout de lancer sa propre et légendaire conquête de la Gaule. On entre maintenant dans le cœur du sujet. L'histoire se transforme en un duel, un face-à-face entre deux figures devenues mythiques. D'un côté, le stratège romain, de l'autre, le jeune chef de la rébellion gauloise. D'un côté, on a donc César, un général brillant, un politicien redoutable, qui voit la Gaule comme un moyen d'obtenir la gloire et la fortune pour écraser ses rivaux à Rome. Et de l'autre, Vercingétorix, un jeune noble charismatique qui réussit l'exploit d'unir des tribus qui passaient leur temps à se faire la guerre. Son but, une Gaule libre. Deux visions, deux mondes, une confrontation inévitable. La stratégie de Vercingétorix, elle est aussi radicale qu'intelligente. Il sait qu'il ne peut pas battre les légions de César en bataille rangée, alors son plan, c'est de les affamer. La tactique de la terre brûlée. On brûle tout, ses propres villages, ses propres récoltes. Le but est de transformer la Gaule en un désert pour l'armée romaine qui dépend totalement des ressources locales pour se nourrir. Et ça, c'est juste un exemple génial de l'organisation gauloise. Comment c'est possible ? Eh bien, ils avaient une sorte de téléphone antique qu'on a surnommé Gaule Telecoms. C'était un réseau de crieurs postés sur des collines qui se relayaient les messages de vive voix. Le matin du massacre des Romains à Orléans, la nouvelle est arrivée en Auvergne l'après-midi même. Une vitesse de transmission absolument stupéfiante pour l'époque. Et on arrive à Alésia, le chef-d'œuvre tactique de César, mais aussi un monument de cruauté. D'abord, il piège Vercingétorix et toute son armée dans l'Oppidum. Ensuite, il fait construire non pas une, mais deux lignes de fortifications gigantesques. Une pour enfermer les Gaulois et une autre tournée vers l'extérieur pour se protéger de l'armée de secours. Entre les deux, c'est un véritable champ de la mort, rempli de pièges. Puis vient l'horreur pure, il affame la ville. Et quand les Gaulois font sortir les femmes et les enfants pour économiser les vivres, César refuse de les laisser passer. Il meurt de faim entre les deux armées. À la fin, il repousse l'armée de secours et Vercingétorix n'a plus d'autre choix que de se rendre. C'est une victoire totale, méthodique et d'une brutalité absolue. La scène de la reddition, c'est digne d'un film. Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César dans un dernier geste de défi. Mais ça ne lui apportera aucune clémence. Il est emmené à Rome comme un trophée, exhibé pendant le triomphe de César 6 ans plus tard, et finalement étranglé dans sa cellule. C'est la fin de toute résistance gauloise organisée. Après cette violence inouïe, on entre dans une ère complètement différente, presque surprenante. Près de 3 siècles de paix et de prospérité, ce qu'on appelle la fameuse Pax Romana, la paix romaine. Et là, la Gaule se métamorphose. Lyon devient la capitale, une vraie métropole. Le commerce explose. Le vin, la poterie, la charcuterie gauloise s'exportent partout. Les routes romaines quadrillent le territoire. Et surtout, les élites gauloises jouent le jeu à fond. Elles parlent latin, portent la toge et se font construire des villas immenses avec tout le confort moderne de l'époque, comme le chauffage au sol. Une nouvelle identité, gallo-romaine, est née. 130. Qu'est-ce que ce chiffre peut bien vouloir dire pour la vie d'un Gallo-romain de l'époque ?
Eh bien, c'était le nombre de jours fériés par an. Oui, 130 jours. C'est énorme. Ça laissait un temps de loisirs incroyable. Et comment on s'occupait? Principalement avec des spectacles, et notamment les jeux de gladiateurs. Des combats d'une violence extrême, mais qui étaient incroyablement populaires dans toute la Gaule. Mais attention, il faut se rappeler que cette paix romaine avait un côté très sombre. Elle n'était pas paisible pour tout le monde. Les premières communautés chrétiennes, par exemple, qui refusaient le culte de l'empereur, ont été persécutées avec une violence terrible. Le martyre de la jeune Blandine à Lyon en est un exemple effroyable. La paix de l'Empire, c'était aussi ça, une répression brutale de toute dissidence. On arrive maintenant au dernier acte. Après l'apogée vient forcément le déclin. Et pour la Gaule romaine, il va être rapide et particulièrement chaotique. Le premier grand choc, c'est en 406. La nuit du Nouvel An, le Rhin est complètement gelé. Il n'est plus une frontière. Les Vandales, les Alains, les Suèves déferlent sur la Gaule. C'est le début de décennies de pillage et de chaos. Quelques années plus tard, au tour des Wisigoths. Eux, ils avaient des amis romasaques en 410. Ils arrivent dans le sud de la Gaule, mais pas seulement pour piller. Non, ils s'installent et fondent leur propre royaume autour de Toulouse. Une nouvelle puissance est née sur le territoire même de la Gaule. Et puis arrive la terreur absolue. Les Huns, commandés par le fameux Attila, le fléau de Dieu. Leur réputation les précède. Leur avancée est fulgurante et laisse la destruction dans leur sillage en incendiant des villes entières comme Metz. Face à Attila, il se passe un truc incroyable. Le dernier grand général romain, Étius, réussit à monter une coalition de la dernière chance. Il s'allie avec ses anciens ennemis, les Wisigoths et les Francs, pour affronter les Huns. Et il gagne. C'est une victoire épique, le dernier grand sursaut militaire de Rome en Gaule. Mais c'est une victoire qui coûte trop cher. L'effort a complètement épuisé les dernières forces de l'Empire, qui est désormais incapable de se défendre. Et on termine avec une incroyable ironie de l'histoire. En 476, le chef germanique Odoacre dépose le tout dernier empereur romain d'Occident. C'était un jeune garçon qui s'appelait Romulus Augustule. Romulus, comme le fondateur de Rome, Auguste, comme le premier empereur. La fin d'un cycle de plus de 1000 ans, qui nous laisse avec cette question, toujours d'actualité, sur la montée et la chute des empires.